Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les récits du crime, nous allons nous pencher sur une affaire qui a secoué la France de Giscard, une histoire sombre, brutale et aux ramifications pour le moins inattendues. Nous sommes en plein été 1975, le soleil cogne sur le bitume et l'autoroute du Sud, cette assise flambant neuve, est le théâtre d'un ballet incessant de vacanciers. Mais pour Robert Camus, ce ruban d'asphalte va devenir son tombeau. Un assassinat en plein jour, ou presque, sur une autoroute bondée. Un scénario digne d'un film noir, avec des détails, vous allez voir, absolument rocambolesques. Robert Camus, 52 ans, est un architecte parisien qui a pignon sur rue. On le dit talentueux, un peu flambeur, habitant un magnifique appartement au 123 boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement. Marié, 2 enfants déjà grands. Une vie en apparence rangée, cossue. Ce jour-là, le 15 juillet 1975, Robert Camus quitte Paris au volant de sa Citroën SM vert Scarabée, une voiture qui ne passe pas inaperçue. Il a dit à sa femme, Solange, qu'il se rendait sur un chantier important près de Lyon. Il est aux alentours de 17h30. Camus roule à bonne allure, sans doute pressé d'arriver. La chaleur est étouffante. Sur l'A6, à hauteur de la borne kilométrique 78, près de l'aire de repos de Valmont-sur-Yonne, une moto le rattrape. Une grosse cylindrée japonaise, une Kawasaki H2, la fameuse faiseuse de veuve, comme on la surnomme à l'époque. Le pilote porte un casque intégral qui masque son visage, un blouson de cuir noir malgré la chaleur, il se porte à la hauteur de la SM. Que se passe-t-il alors? Une altercation? Un geste? Personne ne le saura jamais avec certitude. Mais soudain, des détonations claquent. 3 coups de feu. La SM de Robert Camus fait une embardée spectaculaire, traverse les voies, percute la glissière de sécurité avant de s'immobiliser dans un fracas de tôle froissée. Le motard, lui, ne s'arrête pas. Il accélère et disparaît dans le flot de la circulation. Vous imaginez la scène? L'autoroute, le soleil et cette voiture de luxe transformée en cercueil. Les premiers témoins s'arrêtent, horrifiés. Ils appellent les secours. Les gendarmes du peloton autoroutier de Nemours arrivent rapidement sur les lieux, suivis de près par les pompiers et le SAMU. Mais il est trop tard. Robert Camus gise, mort, sur son siège conducteur. L'enquête est confiée au SRPJ de Versailles, et c'est le commissaire divisionnaire Paul Leclerc, un vieux routier de la crime, qui prend les rênes. Première constatation, la victime a été abattue par 3 balles de petit calibre, probablement du 22, tirées à bout portant. Un travail de pro? Ou le coup de sang d'un amateur? Les enquêteurs se penchent sur la vie de Robert Camus. Et là, surprise, l'architecte respectable menait-il une double vie? Sa femme, Solange, effondrée, tombe des nues. Elle décrit un mari aimant, travailleur. Mais les comptes en banque de Camus révèlent des mouvements d'argent importants, des retraits en espèces fréquents. Pas de dette de jeu connue, pas de maîtresse dispendieuse identifiée dans un premier temps. Alors, que s'est-il passé sur cette autoroute? Un règlement de compte lié à ses affaires? Camus, avec son allure de bourgeois tranquille, trempait-il dans des combines louches? Les enquêteurs épluchent ses contrats, ses relations professionnelles, rien de probant. L'homme avait des concurrents, certes, mais de là à commanditer un meurtre sur l'autoroute. Et puis, il y a ce motard, un fantôme. Les témoignages sont rares, contradictoires. Certains parlent d'une moto sombre, d'autres d'une moto claire. Le casque intégral empêche toute identification. Les enquêteurs se concentrent sur le type de moto, cette Kawasaki H2, un modèle puissant, apprécié des jeunes un peu énervés. Pendant des semaines, l'enquête piétine. On explore la piste du crime crapuleux, un carjacking qui aurait mal tourné, mais rien n'a été volé dans la voiture de Camus. Son portefeuille est là, sa montre de valeur aussi. Dans sa mallette, des plans d'architecte, rien d'autre, ou presque. Un petit carnet rempli de noms, de chiffres, d'annotations sibyllines que personne ne parvient à déchiffrer. C'est un détail, un tout petit détail, qui va finalement mettre les enquêteurs sur une voie. Un témoin, un routier qui s'était arrêté quelques kilomètres avant le drame sur une aire de repos, se souvient avoir vu une Kawasaki H2 avec un autocollant particulier sur le garde-boue arrière, un aigle aux ailes déployées. Et il se souvient aussi, vaguement, d'une partie de la plaque d'immatriculation. Elle était du département de l'Essonne, le 91. Alors voilà, les hommes du commissaire Leclerc se mettent à éplucher tous les propriétaires de Kawasaki H2 dans l'Essonne. Un travail de fourmi. Et ils tombent sur un nom, Didier Morvan, 18 ans, domicilié à Corbeil-Essonne, aux 12 rue des Tarterets. Un jeune connu des services de police pour des petits vols, des bagarres, mais rien de bien méchant. Il possède bien une Kawasaki H2 et elle porte un autocollant d'aigle. Le 2 septembre 1975, à l'aube, les policiers débarquent chez les Morvan.
Didier est cueilli dans son lit. Il ne s'attendait visiblement pas à cette visite matinale. Placé en garde à vue, le jeune homme nie en bloc. Il n'était pas sur l'A6 ce jour-là. Il passait l'après-midi avec des copains, un alibi en béton, dit-il. Mais les copains, confrontés par les enquêteurs, se montrent moins affirmatifs. Certains craquent et admettent que Didier n'était pas avec eux tout l'après-midi. La perquisition au domicile de Morvan permet de retrouver, bien caché sous son matelas, une carabine 22. L'expertise balistique est formelle, c'est l'arme du crime. Acculé, Didier Morvan finit par passer aux aveux. Oui, c'est bien lui qui a tiré sur Robert Camus. Mais il raconte une histoire à dormir debout, une histoire rocambolesque justement. Il explique qu'il n'avait aucune intention de tuer l'architecte. Il devait juste lui faire peur, le secouer un peu, pour le compte d'un type qu'il avait rencontré dans un bar de Pigalle, un certain Tony le Balafré. Ce Tony lui aurait promis 5000 francs, une somme énorme pour l'époque et pour un gamin comme lui, juste pour intercepter Camus sur l'autoroute, le forcer à s'arrêter et lui subtiliser une mallette qu'il transportait. Une mallette qui, selon Tony, contenait des documents compromettants pour des gens importants. Morvan jure qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Le jour du drame, il suit Camus depuis Paris. Sur l'autoroute, il tentait de le doubler, de lui faire signe de s'arrêter. Mais Camus aurait paniqué, aurait tenté de le semer. Morvan, énervé, un peu dépassé par les événements, sortait alors son arme, que Tony lui avait fournie, et tirait. Juste pour crever les pneus, il dira au juge. Sauf que les balles se sont logées dans le corps de Robert Camus. Le jeune motard de 18 ans, ce gamin à peine sorti de l'adolescence, devient alors un assassin. Un pion dans un jeu qui le dépasse complètement. Mais qui est ce Tony le Balafré ? Les descriptions de Morvan sont vagues. Un homme d'une quarantaine d'années, une cicatrice sur la joue gauche, un accent du sud. Malgré tous les efforts des enquêteurs, ce Tony restera introuvable, comme évaporé dans la nature. L'enquête sur le mobile du crime prend alors une autre tournure. Que contenait réellement cette mallette que Camus transportait et que Morvan devait récupérer ? Ou plutôt, que croyait-on qu'elle contienne ? Le petit carnet de Camus est finalement décrypté. Il s'avère que l'architecte, sous ses dehors respectables, servait de conseiller en investissement pour des œuvres d'art. Pas n'importe lesquelles, des tableaux et des sculptures volées, issus de cambriolages dans des musées ou chez des collectionneurs privés. Robert Camus était, en fait, une plaque tournante dans un vaste trafic d'art international. Il blanchissait l'argent du trafic, conseillait les rustlers. S'était-il montré trop gourmand ? Avait-il tenté de doubler ses associés ? C'est la piste la plus probable. Quelqu'un dans la pègre a voulu récupérer des preuves de ses agissements, ou peut-être une pièce particulièrement précieuse qu'il était censé convoyer. Didier Morvan, le jeune motard un peu paumé de Corbeil-Essonnes, n'était que l'instrument d'une vengeance ou d'une récupération qui a mal tourné, un lampiste comme on dit. Le procès de Didier Morvan s'ouvre en juin 1977 devant la cour d'assises de l'Essonne, à Évry. Le jeune homme, dans le box des accusés, apparaît hagard, perdu. Il maintient sa version. Il ne voulait pas tuer, mais les faits sont là, implacables. Les jurés ne croiront pas à la thèse de l'accident. La préméditation est retenue. Didier Morvan est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, une peine lourde pour un gamin de 18 ans au moment des faits. Il en purgera 15 avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. De Tony le Balafré et des commanditaires, on ne retrouvera jamais la trace. Le réseau de trafic d'art sera en partie démantelé quelques années plus tard, mais sans jamais faire le lien formel avec l'assassinat de Robert Camus. Cette affaire, c'est celle d'une jeunesse sacrifiée sur l'autel du grand banditisme. Didier Morvan, pour quelques milliers de francs et l'illusion de jouer les durs, a brisé sa vie et celle d'un homme. Elle nous rappelle que derrière les façades les plus lisses, comme celle de l'architecte Robert Camus, peuvent se cacher des secrets inavouables, et que la route, parfois, mène directement en enfer. Voilà pour cette histoire, une de plus qui vient s'ajouter aux annales du crime. Merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle affaire dans les récits du crime. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos récits à venir. D'ici là, soyez prudents.